Bonjour à tous, vous êtes dans l'émission L'Autre Direct. Le 2 juin 1975, il y a tout juste 40 ans, une centaine de prostituées occupaient l'église de Saint-Nizier à Lyon. Alors, un événement qui a eu un grand retentissement pour la cause des prostituées. Je suis avec Morgane Merteuil, vous êtes secrétaire générale du STRAS, Bonjour. le syndicat, bonjour, le syndicat des prostituées. Racontez-nous cet événement et quelle portée il a eu pour vous. Alors l'événement, l'occupation de Saint-Nizier, ça a été un mouvement fondateur dans la lutte des travailleuses du sexe, dans le sens où il y avait déjà eu des révoltes avant qui sont documentées par les livres d'histoire. Mais c'est vrai que c'est la première fois qu'il y avait quelque chose d'une ampleur telle que les médias s'y intéressent à ce point, qu'on n'était pas dans une révolte ponctuelle, mais vraiment dans l'organisation suite à une situation qui s'empirait depuis des mois. Et surtout un mouvement qui a tout de suite inspiré également d'autres prostituées, non seulement en France, mais également par exemple en Angleterre, où elles ont également commencé à occuper des églises, etc. Donc c'était vraiment un événement fondateur dans le sens où il a inspiré sur le même modèle d'autres prostituées en lutte ailleurs qu'à Lyon. On dit beaucoup que c'est la première fois qu'on entendait les prostituées à la radio, qu'on les voyait à la télé, qu'on avait un visage, qu'on avait une voix. D'ailleurs, le 2 juin est devenu la journée internationale des luttes des travailleuses du sexe. Vous manifesterez demain, vous manifesterez tout à l'heure à 14 heures devant l'église de Saint-Nizier. Quel sens vous voulez donner à cette manifestation, à cette commémoration? Eh ben, le sens que 40 ans après, on retourne à Saint-Nizier, justement, parce que 40 ans après, rien n'a changé. 40 ans après, la répression n'a pas diminué, bien au contraire, la stigmatisation, pareil. Puisqu'il y a 40 ans, les femmes se battaient notamment parce qu'elles étaient arrêtées pour, à l'époque, incitation à la débauche, ce qui est devenu aujourd'hui délit de racolage. Or, aujourd'hui, il y a toujours ce délit de racolage. Aujourd'hui, il y a des villes qui passent des arrêtés municipaux pour interdire la présence des travailleuses du sexe, pour interdire les tenues indécentes. Et donc, il y a toujours des femmes qui continuent d'être arrêtées parce qu'elles exercent le travail du sexe. Par ailleurs, aujourd'hui, on est le 2 juin, dans 10 jours, repassera à l'Assemblée nationale le projet de loi de renforcement de la lutte contre la prostitution, qui prévoit notamment la pénalisation des clients. Donc voilà, 40 ans après, non seulement... Un projet cher à Najat Vallaud-Belkacem. Notamment, mais il y a hélas pas mal de personnes d'autres. Donc 40 ans après, non seulement ça n'a pas évolué, mais on s'attend même d'ici 10 jours à ce que la répression empire à nouveau. Alors vous êtes contre cette loi parce que vous craignez que la pénalisation des clients repousse les prostituées à plus de clandestinité, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'il y a d'une part le fait que de toute manière, tant qu'on légitime une présence policière sur les lieux de prostitution, les travailleuses du sexe vont travailler plus loin, notamment les travailleuses sans papier qui sont également la cible des opérations de police. Et il y a donc, ce qui est déjà en soi un problème, c'est que c'est une répression qui va viser directement les travailleuses du sexe. Et au-delà de la répression, il y a également les effets indirects de la pénalisation des clients, qui sont une précarisation des travailleuses du sexe, qui donc réduit largement leur marge de manœuvre dans justement les rapports avec les clients, avec leurs conditions de travail, etc. Puisque quand une travailleuse du sexe est précarisée, c'est évidemment beaucoup plus difficile pour elle d'imposer un certain rapport de force et donc de négocier à son avantage les conditions de la prestation. C'est un débat qui agite beaucoup les milieux féministes qui ne sont pas d'accord sur le sujet. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que c'est avant tout cette loi permettra avant tout de lutter contre l'exploitation du corps de la femme? Moi, je leur demande comment ça va se passer concrètement, parce qu'on n'a toujours pas de réponse à ça, parce que quand on demande très bien, mais si du coup il n'y a plus de clients, vous donnez quoi aux travailleuses du sexe pour qu'elles payent leur loyer? On n'a aucune réponse à ça. Ce qu'on a, c'est, il y a les aides sociales. Oui, alors le RSA, 400 € par mois, c'est bien, mais souvent c'est des aides auxquelles avaient déjà le droit les travailleuses du sexe et qui ne leur ont pas suffi pour vivre. Donc si aujourd'hui on n'attaque pas de front véritablement le problème de la précarité, le problème du racisme, le problème par exemple de la transphobie qui empêche aussi beaucoup de personnes de trouver un emploi, autre que dans le travail sexuel, pénaliser les clients, ça n'apporte aucune réponse aux besoins fondamentaux des travailleuses du sexe. Alors pour que ce soit clair, quelle est votre vision, vous, de la prostitution? C'est un mal nécessaire dans des situations économiques difficiles? C'est un droit? Moi, je pose pas la question en termes de bien ou mal, je sais pas trop ce que signifient ces termes. Il se passe qu'il y a des personnes, essentiellement des femmes étrangères, vu les rapports de domination, qui ne trouvent pas d'autres activités ou d'autres travail,
ou qui en ont trouvé d'autres, mais les conditions en réalité dans l'industrie du sexe leur semblent moins pires que des métiers qu'elles ont pu faire avant, où elles pouvaient être victimes de harcèlement sexuel, où elles pouvaient être victimes vraiment d'exploitation beaucoup plus intense que ce qu'elles sont dans l'industrie du sexe. Et donc je pense qu'il faut peut-être arrêter de poser la question en termes de qu'est-ce qui justifie que les femmes se prostituent, mais plutôt poser la question de qu'est-ce qui justifie la répression du travail sexuel. Est-ce que le commerce du corps d'une femme, d'un homme, ne vous choque pas en soi ? Je pense que commerce du corps, c'est pas un corps qui est vendu, c'est des personnes qui font un service. Par ailleurs, aujourd'hui, on est quand même dans une économie de service. Un service d'une nature particulière quand même, qui parce peut que, laisser des traces sur les parce que le personnes sexe, effectivement, dans notre société, est construit en tant que catégorie particulière. Et effectivement, qui du coup, dans ce cadre-là, peut laisser des traces. Il ne s'agit pas de dire que ça en laisse pas. Il ne s'agit pas de dire que c'est un travail comme un autre, parce que je pense qu'il n'y a pas de travail comme un autre, qu'il n'y a pas un travail qui est plus normal que l'autre. Et dans tous les cas, quand bien même, oui, alors, il peut y avoir des violences, il y a des personnes qui peuvent évidemment mal vivre cette activité. Ok. En quoi pénaliser les clients les aides ? À nouveau. En fait, c'est toujours la même question, il faut revenir aux bases. Ok, on admet les problèmes. Maintenant, en quoi est-ce que les personnes qui défendent aujourd'hui la prohibition, en quoi ces mesures apportent des solutions aux problèmes qui sont soulevés ? Parce que pour eux, dans un monde idéal, il n'y a pas de prostitution. Est-ce qu'un monde idéal, il va se construire en mettant plus de flics sur des travailleuses migrantes ? Est-ce que vous, c'est votre vision d'un monde idéal ? Est-ce que pour vous, ça peut être un objectif d'abolir la prostitution ? Parler d'abolition de la prostitution sans parler d'abolition faire en des sorte rapports que plus marchands. personne n'ait à se prostituer. Bien sûr, des alternatives, mais dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on se dirige vers une société, vers plus de justice sociale, qui me semble un horizon bien plus légitime que la simple abolition de la prostitution. Donc en soi, si les prostituées dans le cadre l'abolition de la prostitution, dans le cadre d'un processus d'abolition, même si ce mot, je pense, n'a pas grand sens, de l'exploitation, d'accord. Mais penser que tout d'un coup, on pourrait... Il y a plein de misère, il y a plein de mesures d'austérité, les femmes sont mises à la rue, les femmes étrangères sont expulsées, et tout d'un coup, par une loi, on va faire que finalement ces femmes trouvent un travail, arrivent à élever leur famille et à payer les soins de leurs parents, juste parce qu'on a déclaré l'abolition de la prostitution. On voit bien que ça n'a aucun sens. Ça ne réglera pas leurs problèmes. Mais je touchais à une question qui agite beaucoup autour du débat de la prostitution, c'est celle de la liberté des prostituées. Est-ce qu'on parle de la liberté des autres travailleurs ? Je pense que quand on pose... Nous, on s'est constitué en tant que syndicat, justement, parce qu'on souhaite que la question de la prostitution ne soit plus traitée de manière morale, mais soit traitée de manière politique. Et donc, on réfléchisse à la situation des travailleuses du sexe dans les mêmes termes que ceux dans lesquels on réfléchit à la situation des travailleurs de manière générale. Quand on réfléchit aujourd'hui aux conditions de travail des travailleurs, qu'on lutte pour les améliorer, la question de leur liberté de travailler n'est pas une question qui fait sens. Parce que, quoi qu'il en soit de cette liberté, ces personnes ne méritent pas d'être réprimées. C'est pas en réprimant leur activité qu'on lutte contre l'exploitation. Enfin, on n'a jamais proposé de fermer les usines juste pour en finir avec le salariat. On sait très bien que ça se passe pas comme ça. Si on veut lutter vers une société avec plus de justice sociale, c'est seulement par la lutte qu'on l'obtiendra. Et nous, c'est aussi pour ça qu'on s'est constitué un syndicat de lutte, pour dire qu'on demande évidemment la dépénalisation du travail sexuel. Quelle est la situation des prostituées aujourd'hui en France ? Alors aujourd'hui, il n'y a évidemment pas une situation homogène, il y a évidemment des personnes qui sont beaucoup plus victimes de la répression que d'autres, mais la situation de manière générale est quand même catastrophique, puisque donc il n'y a pas le droit de racoler dans la rue, on n'a officiellement pas le droit de louer un appartement, puisque la personne qui nous loue un appartement est considérée comme proxénète, pas le droit de partager un appartement avec une collègue, pas le droit de partager nos revenus avec qui que ce soit, donc tout un ensemble de lois qui nous poussent dans un isolement forcé qui est évidemment synonyme d'insécurité, qui est également synonyme de plus grande vulnérabilité aux violences, à l'exploitation, et à tout un tas de problématiques. Et quelle est la part de prostituées ? Parce que c'est une question qui fait souvent débat. Quelle est la part de prostituées dépendent d'un proxénète ? Mais là encore, c'est une fausse question, parce que qu'est-ce qu'on appelle proxénète ? Est-ce que le mec au chômage avec qui une travailleuse du sexe partage ses revenus, c'est un proxénète plus que...
un type qu'une travailleuse du sexe paye pour faire son site internet. Selon la loi, c'est exactement le même article de loi. Selon la loi, celui et qui c'est conduit la également, camionnette est un proxénète. C'est également un proxénète tout autant que celui qui exploite. Au sens il y a une étude réalisée par l'université Aix-Marseille qui a été publiée il y a environ 1 mois et demi, 2 mois de cela, qui est donc une des plus grandes études qui a été réalisée en France en tout cas, sur justement 500 travailleuses du sexe, travaillant dans la rue, travaillant sur Internet, dans divers lieux de l'industrie du sexe, avec évidemment beaucoup de migrantes. Les chiffres parlent en tant que victimes de la traite entre 7 et 12% selon les catégories de personnes. Donc 7 et 12%. On est sur du déclaratif ? On est sur du déclaratif et les proportions de 90%, elles sont faites comment d'après vous ? Elles ne sont pas faites sur du déclaratif, elles sont faites sur des estimations policières qui considèrent que toute travailleuse du sexe migrante est victime de la traite. Donc je pense que les enquêtes déclaratives où les personnes justement n'ont pas à mentir pour éviter que la police enquête sont effectivement plus fiables que les explications policières qui reposent sur des amalgames racistes. Un peu des questions intuitives. J'ai vu que Ulla, qui était la chef de file du mouvement justement de 1975, de l'occupation de l'église Saint-Nizier, disait à l'époque si une seule d'entre nous est maquée, on se fait toute nonne. En 2002, elle a fait un livre intitulé « Comment avez-vous pu me croire ?» Alors, cette phrase de Ulla, qui est bien souvent tirée de son contexte, voulait signifier quelque chose d'un petit peu plus complexe sur lequel on ne va pas avoir le temps de revenir. En tout cas, moi, je n'ai pas dit qu'aucune pute était maquée. J'ai dit que les statistiques... c'est qu'elle était maquée comme 98% des filles. Donc, ce que vous dites... Arrêtez de me couper la parole, en fait. Ce que vous dites, c'est que on ne peut jamais croire une pute. Après tout, il y en a une qui a menti un jour, donc de toute manière... À partir de là, peu importe ce qu'elles disent, parce que dans 10 ans, elles sortiront un livre pour dire qu'elles ont menti. Quel est l'intérêt de votre question quand c'est de dire, regardez, il y a une pute qui a menti un jour ? Oui, peut-être, et en fait, c'est pas vraiment ça qu'elle dit non plus dans le livre 10 ans après. Aujourd'hui, voilà, moi je vous dis qu'il y a une enquête réalisée par une université qui corrobore également d'autres enquêtes qui avaient été faites dans d'autres pays d'Europe et que les estimations sur la traite des êtres humains, c'est entre 7 et 12% des travailleuses du sexe. Ce qui est évidemment pas 97% comme c'est dit à l'Assemblée pour légitimer des lois antimigratoires. Moi, ce que j'ai du mal à entendre dans cette opposition, parce qu'on donne un chiffre d'un côté de 90% et en fait, femmes. peu importe, ce serait 90%, c'est certainement pas la répression qui va aider ces femmes. Alors là c'est là où ma question, je pense, est intéressante, c'est de savoir quelle est la priorité. Est-ce qu'il faut lutter contre les réseaux les réseaux, ils se nourrissent de quoi ? prostituées ? Les réseaux, ils se nourrissent de la fermeture des frontières. Les réseaux, ils se nourrissent du fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont sans papier et donc rendues vulnérables parce qu'elles ne peuvent pas louer d'appart, etc. Les réseaux se nourrissent de la répression. Bon, ce sera ma dernière question parce qu'on arrive au terme de cette émission, justement. Parler des réseaux, vous, dans les revendications que vous avez, c'est des papiers pour toutes les travailleuses du sexe sans papier. Et pas que les travailleuses du sexe, on dit d'ailleurs. sur 20 000 ou... pas que toutes les travailleuses du sexe. Donc ça, vous répondez déjà. Il faut régulariser tous les sans-papiers. Vous répondez déjà à ma question. Alors, on dit 20 000 à 40 000 prostituées en France, donc 80 à 90% d'étrangers. Peut-être. C'est sans doute dans ces statistiques-là. Quand on demande la régularisation des prostituées, est-ce que c'est pas un message qu'on envoie à tous ceux qui veulent venir en France, en Europe, qu'il faut passer par la prostitution ? Non. Je pense que penser que des personnes vont venir se prostituer juste pour avoir des papiers, c'est quand même un drôle de préjugé sur les personnes qui veulent migrer, quoi. Ça veut dire de toute façon on ne peut pas les croire, ils vont dire qu'ils sont prostitués, en fait ils vont dire ça peut-être juste pour avoir des papiers, c'est quand même sacrément raciste comme hypothèse. Je vous pose juste une question. Oui, je vous dis, votre question repose sur une hypothèse raciste, quoi. Ah bon, vous traitez de raciste pour une fin de question. Je vous remercie. Et donc, votre manifestation, elle est à 14h devant l'église Saint-Nizier. Tout à fait. Et puis, je vous souhaite à bientôt pour une nouvelle émission de l'Autre Direct.